parce qu'il y a quand même une uniformisation des voix représentées, souvent des hommes d'un certain âge, souvent des hommes de certains milieux sociaux, etc. Du coup, on n'a pas vraiment une réelle observation de la culture, si c'est sous un seul prisme. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Carrière de l'ombre où on retrace les parcours des métiers de l'ombre au sein de l'industrie. Et aujourd'hui, on est avec Sandra Gomez. Sandra qui est journaliste, photographe, directrice artistique, multicasquette aujourd'hui. Comment tu vas, Sandra? Ça va très bien, merci. Chef de la rubrique musique chez Combini et qui co-hôte aussi l'émission de Mehdi Maizi, le Code Review, toutes les 2 semaines chez Apple Music. Justement, ta passion pour le rap, j'ai l'impression qu'elle est quand même vachement restée intacte par rapport à tes débuts. Personne ne peut incarner ce truc aussi bien que lui, parce que justement, il y a cette dissonance entre le personnage, sa manière de rapper, ce qu'il raconte. Exactement. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui, trop contente que tu nous partages ton parcours. On va échanger un petit peu de comment tu as commencé dans la musique, tu as commencé via la photo, un peu la direction artistique, beaucoup grâce aux réseaux sociaux aussi, et comment tu as fait pour être là où tu es aujourd'hui. Parlons un peu de quand tu commences la photo et quand tu commences à partager un peu ta passion sur YouTube, sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, t'es qui? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, quand je commence la photo, c'est à peu près en 2018. Donc, à ce moment-là, moi, je travaille. J'ai un travail très classique dans la restauration et tout. Je suis à des années-lumière de me diriger vers le métier que je fais aujourd'hui. Mais je ressens une envie de documenter ce que je vis autour de moi. Et surtout, en fait, vu que j'étais dans un métier qui me passionnait pas du tout, j'avais vraiment besoin de me reconnecter à quelque chose qui a du sens pour moi, tu vois. Donc, la photo, je trouvais que c'était un bon moyen de le faire. Parce que tu immortalises des choses qui t'entourent, tu montres au monde, en fait, des choses qui te tiennent à cœur. Et ça prend pas... Il y a quelque chose d'assez instantané et instinctif dans la photo qui me parle beaucoup. T'as pas besoin de réfléchir aux mots que tu vas employer, en fait, t'as besoin d'être là seulement. Et en fait, j'aime beaucoup ça avec la photo. Donc voilà, ça vient d'une envie très naturelle comme ça. Et après, comme tu l'as dit dans l'intro, tu vois, au fur et à mesure, je poste ça et des gens sont réceptifs et ça m'encourage à en faire plus, tu vois. Grâce aux réseaux sociaux, du coup, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui passent par les réseaux sociaux justement avant de se faire connaître. Tu parles aussi sur YouTube, tu fais des vidéos YouTube justement où tu parles de tes projets, où tu parles d'autres projets artistiques. Et quelques années plus tard, tu rencontres Mehdi Maizi justement, où tu commences à bosser avec lui, tout d'abord pour une première émission. C'est Tierlist. Tierlist. Si tu veux, tout se fait un petit peu en même temps, en parallèle. Tu vois, il y a la photo, il y a le fait que je commence à parler de rap, parce que du coup, je fais de la photo principalement dans la musique et avec des artistes qui sont dans le rap. J'évolue aussi dans certains milieux, donc je raconte un petit peu mon quotidien en tant que photographe. En même temps, je parle de ce que j'aime, etc. Et en fait, tout ça fait que il y a une petite communauté qui se crée, tu vois, très naturellement. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent, dont certains professionnels, forcément, parce qu'on est quand même un petit milieu, même si aujourd'hui ça paraît très vaste et il y a beaucoup de créateurs de contenu, de journalistes présents sur les réseaux. On va dire que dans ces années-là, c'est quand même un peu restreint encore. Et du coup, ça arrive vite aux gens qui sont intéressés, donc, dont des personnes comme Mehdi, mais aussi comme Raphaël Dacruz, qui m'appelle pour faire des photos avec l'ABCDR du son, par exemple. Donc en fait, on se connecte tous un petit peu de manière naturelle. Et en fait, Mehdi m'appelle parce qu'il a un projet. En fait, il a envie de revoir une émission avec une bande où il donne son avis sur des projets, sur de la musique. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il le faisait plus trop. Il faisait principalement des interviews. Il avait déjà lancé le code. Et donc on lance Tierlist et c'était une émission où on devait faire le classement de tous les albums du rap français. Donc c'était très ambitieux. C'était surtout l'occasion de se replonger. Il a repris d'ailleurs récemment sur le code, je crois. Il a fait une Tierlist. Il a repris un peu le même. C'est sur sa chaîne Twitch. Il fait des Tierlists de morceaux de discographie de certains artistes, tu vois. Mais là c'était vraiment une émission où on était 4 autour de la table, on donnait chacun nos avis, etc. Ça a duré une saison et puis après il y a eu le projet de créer une émission sur Apple Music, du coup, qui s'appelle le Code Review, dans laquelle je suis avec Raphaël Dacruz et Mehdi, du coup. Et à ce moment-là, du coup, tu quittes... c'est au même moment que tu quittes Lyon? Tu décides de partir sur Paris?
C'est à peu près au même moment. Je crois que je suis déjà installée sur Paris à ce moment-là, mais depuis peu en tout cas. Je m'installe il y a 4 ans, donc en 2021. Je m'installe à Paris parce que je faisais beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Paris, mais arrivant à l'âge où tu peux plus bénéficier du TGV Max, en fait c'est tout simple. Hein. Mais quand tu as TGV Max, tu peux faire des allers-retours, c'est pas trop compliqué. Lyon-Paris c'est 2 heures, donc c'est super, tu vois. Et je l'ai vraiment rentabilisé à fond. Dès que j'avais une opportunité, je prenais mon petit billet, j'allais dans des événements, des expos, des concerts, plein de trucs. Mais à partir du moment où c'est plus possible, et puis il y a un âge aussi où tu en as un peu marre de dormir chez des copines et tout, donc j'ai décidé de m'installer sur Paris. Et au moment-là, quand tu fais le code review avec Mehdi Maizi, tu fais quelque chose à côté encore? En parallèle à ce moment-là, j'ai toujours un peu de photos, un peu de DA. Ouais. En fait, tu sais, dans nos métiers, c'est un truc qui est un peu difficile à expliquer, de vraiment... on n'a pas un taf ouais. Qu'on fait de 9h à 17h et qui est très clair et très simple à expliquer pour tout le monde, tu vois. Parce que même aujourd'hui, dans les missions que je fais, il y a plein de trucs différents, plein de trucs ponctuels, des projets, etc. Mais à ce moment-là, du coup, oui, il y a cette émission que je fais, mais mon job principal, en tout cas ce qui me rémunère et ce que je fais en full time, c'est la photo et la direction artistique. Ouais. Mais de toute façon, le multicasquette dans nos milieux, on va en reparler après parce que c'est un truc qui m'intéresse de ouf et je pense que tu es la mieux placée pour parler de multicasquette. Peu après, donc, tu rejoins Combini, il n'y a pas longtemps, chef de la rubrique musique du coup. Comment tu te sens quand tu arrives à avoir un vrai poste fixe, on va dire, on est sur un step up quand même, tu vois. Tu l'avais dit dans une vidéo, on t'appelle pour des métiers un peu plus classe. J'ai bien aimé que tu dis ça parce que t'es une meuf qui a touché à tout, avec les moyens du bord, photos, réseaux sociaux. T'as pas fait d'études en plus, on en avait parlé. Et t'as quand même réussi à être là où t'es aujourd'hui. Donc comment tu te sens quand tu rejoins Combini et que... en fait, ça se passe très bien parce que déjà, ce poste, on me le propose, c'est pas moi qui vais le chercher, donc c'est déjà très flatteur d'être qu'on vienne te chercher et qu'on pense à toi. Et après, moi, ce que je voyais à travers cette opportunité, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais à l'heure actuelle, au moment où on me propose ça. Je me dis, je peux continuer à parler de musique, mettre la musique en avant, mais à une audience beaucoup plus large, en développant des projets qui vont être peut-être des projets plus solides parce que je serai plus toute seule à les faire, donc il y a une dimension de pérennité qui est intéressante, et puis entourer d'autres personnes, donc sortir du travail en solo que je faisais la plupart du temps. Donc je suis très flattée de cette proposition et en même temps je comprends, tu vois, je sais que je suis très pertinente pour occuper ce poste. Il y a un truc qui est un peu faux peut-être, c'est de penser qu'il y a une différence de valeur entre le travail que tu fais en freelance et le travail que tu fais dans une entreprise. Parce qu'en freelance, c'est très difficile. Le rythme de travail est très difficile, la concurrence, c'est très difficile de gérer avec. De dealer avec plutôt. Les gens qui t'appellent, c'est vraiment parce qu'ils savent que t'es quelqu'un de confiance, que tu travailles bien, etc. Alors que quand tu viens avec un média, t'as tout le bagage du média qui te profite en fait, tu vois. Et donc, je m'en suis rendu compte encore plus avec quelques mois d'expérience chez Combini. Je me suis dit, en fait, ça m'a énormément appris. Ça a été très formateur de travailler en freelance pendant des années. Ça m'a apporté une exigence de travail, une curiosité, une rigueur que peut-être j'aurais pas eu si j'avais eu un autre parcours, tu vois. Donc voilà, moi je m'amuse énormément dans ce que je fais. Ce qui est différent aussi, c'est que je parle pas que de rap chez Combini, alors que jusqu'à présent j'étais que sur le rap. Et je trouve ça hyper enrichissant parce que le rap c'est le genre musical le plus effervescent en ce moment, le plus dense, il se passe tellement de choses. En fait, cette complexité qu'il y a dans le rap m'a énormément aidée à la transposer sur tous les autres genres musicaux, en fait, tu vois. Et donc, même si tu viens pas de la pop, tu viens pas du R&B, il y a une exigence que tu as quand tu traites le rap qui fait que tout est plus facile derrière. C'est mon avis, c'est mon observation en tout cas. En fait, l'exigence que ce soit
Le public, tu penses, qui est beaucoup plus exigeant? Le public et tes collègues, tes homologues, tu vois, il y a une exigence vraiment dans le rap. Il y a cette dimension de, il faut que tu saches de quoi tu parles, il faut que tu en parles bien, parce qu'il faut que tu sois légitime, il y a des enjeux, il y a beaucoup de responsabilités entre guillemets. Et en fait, ça a été super formateur parce que j'applique la même exigence quand je parle d'autres genres musicaux, tu vois. Et ça, je sens que c'est vraiment une force, c'est une arme, tu vois, que j'ai. Et en même temps, moi, je découvre des nouvelles choses, je me nourris de ça. Surtout qu'on est à une époque où tous les genres se mélangent. Tout le monde se nourrit d'autres choses, tu vois. C'était encore plus intéressant pour moi d'être présente sur tous les genres musicaux à l'heure actuelle, tu vois. C'est trop bien. Avec Combini, pardon, tu gères un gros projet, le projet Processus. Ouais. J'ai bien aimé que tu aies parlé du fait que c'est ton idée à toi, mais aujourd'hui tu peux la faire en étant accompagnée d'un média, chose que tu n'aurais peut-être pas pu faire en freelance et tu n'aurais peut-être pas été aussi rigoureuse. Ça, je pense que tous les gens freelance peuvent le confirmer. Du coup, comment ça se passe quand tu portes ton idée Processus? Comment tu t'organises quand tu as tout fait de A à Z? Et je pense que... Alors, en fait, comment ça se passe? Moi, j'arrive chez Combini avec cette envie de créer des nouveaux formats dans le média. Ça va aussi avec eux une demande de leur part, tu vois. Ils ont aussi envie d'innover, de changer la grille de programmation. C'est un média qui change beaucoup. Combini qui évolue constamment en fait. C'est pour ça qu'ils sont très ouverts à des nouveaux formats, des nouvelles idées et tout. Donc j'ai dans un coin de ma tête le fait de vouloir développer des nouveaux trucs, repimper un peu des formats qui existent déjà, etc. Et moi, l'idée du podcast, c'est un truc que j'ai en tête parce que il n'y avait pas d'espace pour moi chez Combini pour vraiment parler longuement de musique. Donc ça m'est venu comme ça, je leur ai soumis l'idée, évidemment c'est quelque chose qui manquait dans la grille de programmation, donc ça leur a parlé, mais après le travail il se fait vraiment... Si tu veux, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est les as à leur place, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est intéressant quand tu travailles en équipe, c'est qu'il y a des experts de chaque domaine. Il y a un producteur qui est un expert de la production. Il sait exactement comment créer un nouveau format, tout ce par quoi il faut passer. Il y a un expert de la direction artistique, il y a un réalisateur, et en fait, tous ces gens-là, on a tous bossé ensemble. Moi, j'arrive avec mes idées, mes envies, la vision. Mais après, c'est chacun, une fois que la vision, elle est partagée, elle est commune et qu'on est tous OK, on s'est tous compris, chacun va aller dans son domaine d'expertise pour porter le projet. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à développer ça. Donc là, il n'y a que 9 épisodes qui sont sortis. C'est beaucoup déjà. Ouais, mais tu vois, ça me tenait à cœur que ce soit un truc régulier, c'est toutes les 2 semaines, donc c'est une certaine exigence. C'est un truc que j'incarne, donc on me voit à l'écran, je les prépare, tu choisis les invités. Bien sûr, je fais tout de A à Z, donc ça c'est un job en plus de tout ce que je dois faire dans l'ombre chez Combini qu'on voit pas. Mais ça me tenait à cœur d'avoir vraiment ce rendez-vous pour mettre en avant certains artistes, pour avoir des temps de dialogue et tout, pour rentrer un peu en profondeur. Je trouve que c'est quelque chose qui est important quand même à avoir dans un média. Pour l'instant, on a des très bons retours et ça plaît beaucoup. Donc ouais, je suis très contente. Donc ouais, je suis arrivée avec cette idée, mais c'est vraiment après un taf qui peut difficilement se réaliser solo. Ce qui a été fait, c'est pas possible. À part si t'as beaucoup d'argent et en vrai, même si t'as beaucoup d'argent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas engager des gens pour bosser avec toi. Donc ça revient au même. Tu peux pas mener ce genre de projet vraiment seul, tu vois. Donc une petite fierté, surtout après les 9 épisodes qui sont déjà sortis. Moi forcément c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que tu parles du processus de création, tu parles de ce qu'il y a derrière et moi je suis un peu aussi hyper inspirée, hyper curieuse on va dire de ce qui se passe dans l'ombre des projets. C'est des vidéos longues, c'est des vidéos de qualité, franchement c'est du boulot comme tu l'as dit et non je pense que les retours sont grave bons. En tout cas moi perso de mon côté c'est vraiment un format qui manque. Trop cool. Et que je pense aussi le public veut de plus en plus. Les formats longs, on parle avec les gens. Moins les petits trucs tu sais rapides, un peu bébêtes, un peu tu vois. En fait tu vois je pense que la clé aujourd'hui c'est de s'adapter et de proposer des choses différentes, des choses pour tout le monde en fait, tu vois. Parce que l'idée c'est que quand tu fais quelque chose, tu as envie que ce soit le plus vu possible et le plus partagé. Faut pas se mentir.
Mais dans la forme que tu vas employer, tu peux t'adapter à ce que les gens ont envie de regarder. T'as des gens, ils vont se lancer le podcast pendant qu'ils font le ménage, la cuisine. T'as des gens, ils vont regarder un peu par petits bouts à la pause midi. Et en fait, il faut quand même que tu aies une vision pour moi où ton format, ton contenu, il peut se développer en sous plusieurs formes, tu vois. Pour plaire un peu à tout type de personnes, quoi. Ouais, et pour que ça puisse toucher le plus de gens. Parce qu'il ne faut pas non plus garder un truc et que ce soit un peu dur à regarder ou intense, ou que ce soit que pour les passionnés et tout. Moi, je veux vraiment... C'est ça aussi qui est intéressant pour moi chez Konbini, c'est que c'est un média qui parle de tout, c'est pas un média qui parle que de musique. Et j'aime aussi toucher des gens qui sont pas forcément passionnés de musique, mais ils se disent, ah bah tiens, ça a l'air sympa, je vais regarder. De ouf. Tu vois. Parce que ça, c'est un truc où on peut aussi vite s'enfermer dans un petit microcosme où on a l'impression que tout le monde comprend tout ce qu'on dit, que tout le monde a les mêmes rêves, les mêmes valeurs et tout. Et en fait, on se parle juste entre nous, mais on se dit des choses qu'on sait déjà. Donc on n'avance pas. Moi, j'ai aussi envie de parler à des gens qui écoutent pas spécialement de rap ou qui aiment bien mais sans plus. J'ai aussi envie de parler à des gens qui font partie de milieux que je connais pas du tout pour apprendre des choses et qu'il y ait des échanges qui se créent, tu vois. Donc c'est pour moi, c'est quand même important que ce soit le plus grand public avec une exigence dans ce qu'on raconte. Mais il faut que ce soit quand même un truc qui soit agréable pour tout le monde, tu vois. Mais est-ce que tu as envie d'interviewer dans le processus, d'inviter des plus grosses têtes, même si c'est quelque chose que tu as moins l'habitude d'écouter? Ou pour le moment, tu vas sur cette... Ouais, en fait, moi, tu vois, ma logique, c'est pas de me dire c'est petit ou c'est gros ou c'est moyen. Ma logique, c'est de dire, est-ce que c'est des gens qui ont pas déjà tout dit? Tu vois ce que je veux dire? Si y a des artistes qui ont déjà raconté leur parcours plein de fois, en fait, quelle est la valeur ajoutée qu'il va y avoir? Donc c'est pour ça que j'aime bien, parce que si moi, mon expertise, c'est ça, c'est de trouver des nouveaux talents, ceux qui sont en train de faire des trucs différents, qui vont inspirer les autres, qui vont être importants dans les prochaines années. Donc pour moi, il faut que je mette cette expertise au service de mon émission. Mais il y a aussi la dimension de... est-ce qu'on peut avoir un échange qui n'a pas déjà existé, tu vois? Donc c'est pour ça. Mais après, je suis vraiment pas fermée si demain SCH il veut venir et il est OK pour parler et qu'on s'attarde sur un pan de sa carrière ou un album en particulier ou une période de sa vie qu'il a jamais évoqué, on peut totalement le faire aussi, tu vois. Ouais, ça serait ouf. Ouais. Mais d'ailleurs, j'allais y venir, aujourd'hui on parle beaucoup de toi pour ton talent de scouting. En tout cas, moi, il y a beaucoup d'artistes que tu m'as fait découvrir tout simplement via tes stories, ou via tes playlists aussi. Je pense à Tedax Max, Okis, TH, Théodora, c'est tous des blasts que j'ai découvert grâce à toi. Trop bien. Est-ce que ça a toujours été ton kiff? Est-ce que tu kiffes toujours autant? Parce que maintenant que tu consommes musique peut-être 24/24, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as envie d'évoluer un peu plus dans ça aussi plus tard? Bah moi je suis toujours dans la recherche du nouveau truc. Ça c'est mon délire. Ça a toujours été ton truc. Ça a toujours été mon délire parce que j'ai découvert la musique de cette manière. Moi la musique elle vient à moi en téléchargeant des trucs sur internet, je parle d'un temps pour les plus jeunes, c'est peut-être, faut vraiment se replonger dans une époque où il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, on n'a pas de téléphone, on a des gros ordinateurs dans le salon et on a une connexion internet pour les plus chanceux et on est gamin et en fait on a accès à plein de trucs. Donc on peut télécharger des films, on peut télécharger de la musique. Moi j'aime le rap parce que il y a déjà des trucs qui tournent beaucoup à la télé et tout. Donc je tape des noms comme ça. Et je découvre de la musique de cette manière. Donc en fait, moi, ma curiosité, elle a toujours été récompensée à ce moment-là, parce qu'à chaque fois, je découvrais des nouveaux trucs. Et je sais pas, il y a un peu un frisson de la découverte, tu vois, quand tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et voilà, partir à l'aveugle, tout ça, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, tu vois des carrières exploser. Assister à ça, je trouve ça hyper intéressant aussi, voir les premiers pas et tout de certains artistes. C'est vraiment différent que de consommer des trucs qui sont déjà super connus et c'est totalement cool et ok de consommer tu vois, des classiques, c'est même très important de le faire. Mais moi, dans ma recherche, je vais plus aller vers un truc que j'ai jamais entendu, qui me dit rien. C'est plus ça qui va m'attirer. Donc, je
suis toujours là-dedans. En plus, dans mon métier, je pense que c'est obligé. C'est important de le faire. Mais après, ça s'arrête. Enfin, moi, j'ai pas envie de produire des artistes. J'ai pas envie de. Je suis bien dans la découverte, l'analyse, l'observation. Le partage. Le partage, évidemment. Moi, j'aime écouter un truc, capter l'essence, le message, le propos, capter les trucs que je trouve intéressants et après le diffuser aux gens, leur dire voilà, bah, j'ai découvert ce truc et en parler aux autres, moi, ça m'éclate. Mais ça s'arrête là, tu vois. J'ai pas vraiment. La dimension de ouais, j'ai envie de produire un artiste et tout, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ça, c'est une dimension un peu difficile quand t'es vraiment passionné de musique, de rentrer dans l'aspect production et tout, parce que il y a des obligations financières et tout qui dénaturent vachement le côté passion que tu peux avoir, quoi. Et est-ce que tu te sens pas un peu submergée par toute cette musique, par les réseaux sociaux? Et je pense aussi qu'on doit sûrement t'envoyer beaucoup de trucs. Je pense qu'il y a des artistes qui cherchent peut-être à te faire partager leur musique. T'as envie d'écouter, forcément, t'as envie de découvrir. Est-ce qu'il y a un moment donné où t'arrives plus à découvrir, t'arrives plus à écouter librement? Bah, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ce qu'on m'envoie par DM et tout, je peux rien écouter. Vraiment, je peux rien écouter. C'est parce que c'est juste trop. Bah ouais, on a tous les mêmes journées en fait. Moi je travaille toute la journée, je suis en train d'écrire des articles, de faire du suivi de montage et tout. C'est pas pour que le soir, sur le chemin du retour au boulot, j'écoute des trucs qu'on m'envoie, même si j'aimerais, c'est pas ça, mais juste j'ai pas le temps. Et après être submergé, ouais, ça peut arriver, mais c'est pour ça qu'il faut quand même délimiter. Et faut utiliser certains canaux spécifiques pour découvrir de la musique et tout. Moi j'aime bien le côté assez instinctif que tu peux avoir quand tu te balades sur YouTube et tu vas de truc en truc. En fait, ça je le faisais plus au début. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai un peu c'est la force aussi des algorithmes, tu vois, mais j'ai créé un espèce d'écosystème qui fait que tout ce qui est autour de moi, c'est toujours des petits artistes, c'est toujours un peu dans la même veine de ce que j'aime, ce que je recherche. Après, il faut un peu craquer le truc des fois et aller vers des trucs vraiment inconnus. Mais ouais, soit je fais la recherche de moi-même, ce que les gens m'envoient ou ce qui arrive à moi, je le consomme pas trop parce que sinon, là, effectivement, t'es submergé, tu vois. T'as plus besoin, aujourd'hui, t'as presque plus besoin d'aller chercher tant que ça au final. Ouais, mais moi je préfère aller chercher ce qu'on m'envoie. En général, j'aime pas trop ce biais-là, parce que ça veut dire que les gens qui m'envoient un truc, ça veut dire qu'ils me connaissent, qu'ils savent qu'ils pensent que ça va me plaire et tout. J'aime pas trop j'aime pas trop ce biais. Je préfère moi aller chercher des trucs, tu vois. Après, il y a des plateformes qui existent. Il y a une plateforme qui s'appelle Groover notamment, qui met en relation des journalistes, des médias avec des jeunes artistes en fait. Et c'est un truc qui est payant, donc c'est pas pour tout le monde non plus, tu vois, mais c'est un biais promotionnel pour envoyer des morceaux et avoir des retours sur des titres. Et en fait, ça permet de créer des connexions entre des médias et des journalistes et des artistes. Ça, c'est un biais qui est encadré, qui est professionnel, qui est carré, tu vois. Et ça, c'est simple. Tu sais que tu te connectes, tu as 5 morceaux à écouter, tu écoutes tes 5 morceaux et sur chacun, tu vas faire un retour le plus constructif possible. Mais c'est vraiment... Il y a vraiment une démarche professionnelle, tu vois, derrière. Quand c'est juste des liens qu'on t'envoie par-ci, par-là, tu peux me dire ce que t'en penses, c'est trop compliqué, en fait, de fonctionner comme ça. Donc, à un moment, quand même, t'es obligé de te professionnaliser dans ce que tu fais. Non, c'est une bonne plateforme, j'en avais déjà entendu parler et je trouve ça cool que des artistes puissent passer par... ouais, c'est bien que ça existe, tu vois. Après, c'est pas obligatoire, mais si tu as envie de le faire, vaut mieux le faire de cette manière-là que d'envoyer un mail ou un DM en se disant peut-être ça va marcher. Vaut mieux passer par ces biais-là, tu vois. C'est quoi ton avis aujourd'hui sur la proposition musicale en règle générale, chez les jeunes rappeurs et les rappeurs en général, et notamment aussi sur 2024 ? Qu'est-ce que tu tires un peu de cette année musicalement parlant? De ce que eux nous proposent? Bah moi je trouve toujours des nouveaux trucs qui me plaisent. Je trouve toujours des nouvelles têtes que je trouve trop fortes. Je suis pas du tout dans un truc de lassitude où tu vois je me dis c'était mieux à telle époque. Franchement j'ai pas ce truc là. J'aime vraiment les sonorités actuelles, il y a toujours des nouveaux trucs qui me plaisent. En fait. Tu vois, dans les sonorités, il y a toujours des nouveaux trucs qui me plaisent. Et en plus, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dur de dire il n'y a rien qui me plaît.
Parce qu'il y a vraiment plein d'artistes qui font tous les genres, tu vois. Si t'aimes des trucs dits à l'ancienne, si t'aimes le drumless, si t'aimes les trucs beaucoup plus entraînants. En fait, t'as vraiment tout. Donc, c'est juste à toi de choisir. Donc, moi, j'ai pas du tout de lassitude. Mais il y a ce truc-là du mainstream voilà, le mainstream m'intéresse pas, mais c'est pas parce que c'est mainstream, c'est pas une posture et tout, c'est vraiment que qui dit mainstream dit qu'il y a beaucoup de consensus, il y a beaucoup de compromis qui sont faits dans la musique, et il y a aussi une répétition d'une certaine formule, et ça peut me lasser, tu vois. Mais c'est le touchement aussi, c'est moins authentique forcément. Donc... Bah ouais, parce que t'as l'impression d'avoir déjà entendu ça plein de fois et tout. Après, ça veut pas dire que si c'est mainstream, c'est pas bon, mais dans ce qu'on nous propose à ce niveau-là, j'y trouve pas mon compte. Après, ça me pose aucun problème parce que je passe pas par ces canaux-là pour découvrir de la musique. Je vais pas allumer la radio pour découvrir un truc. Et franchement, il faut un tout petit peu d'effort de la part du public si vraiment vous voulez écouter des trucs qui vous plaisent, des trucs un peu différents, nouveaux, un peu audacieux. Franchement, il y a un tout petit effort à faire qui est juste plus difficile, entre guillemets, que juste allumer la radio ou allumer la télé. Mais c'est normal, tu vois, on n'a rien sans rien, il suffit de suivre les bonnes personnes. Aujourd'hui, t'as plein de journalistes qui incarnent certains mouvements de rap aussi, donc tu vois, il suffit de trouver la personne qui a un peu le même feeling que toi sur la musique. Et après, tu suis ses recos, et en fait, tout le monde partage au quotidien des stories, des sons. J'ai créé un canal il n'y a pas longtemps. Et en fait, si tu veux découvrir de la nouvelle musique, il y en a vraiment partout. Donc ouais, moi, je suis pas du tout lassée. Je suis toujours hyper curieuse de ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a toujours des nouveaux artistes qui arrivent et qui trouvent une nouvelle façon de faire de la musique. Ouais, je suis grave d'accord. Après, voilà, il y a des périodes un peu plus creuses que d'autres, c'est normal, tu vois. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas rechercher aussi, donc s'il va ouais, c'est ça. Bah, justement, en parlant de la proposition musicale, t'es jury des Flammes pour cette troisième cérémonie. Ouais. Donc sur les sorties de 2024. Comment tu te sens quand tu votes pour les Flammes? C'est quoi ton ressenti sur les nominés? Et comment tu arrives à voter et à faire un jugement hyper objectif, sachant que forcément tu es celle qui consomme beaucoup, qui connaît beaucoup, donc... si tu veux, alors moi j'ai voté sur les 3 éditions, tu sais, il y a la première partie des votes qui est ouverte à tous les médias. Donc il y a cette partie-là où à chaque fois je me suis pris au jeu, je trouve ça très cool, c'est très large, il y a beaucoup de médias qui participent, mais je trouve ça bien pour constituer déjà les premiers noms de chaque catégorie. Et là, cette année, c'est la première fois que je fais partie vraiment du jury. Je suis super contente, franchement, quand ils m'ont proposé, j'ai tout de suite accepté parce que je trouve ça très cool. C'est une cérémonie que je regarde, qui m'intéresse, que je trouve bien. En fait, je trouve ça bien que ça existe, ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut pas dire que j'aime tout, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs où je suis pas d'accord, mais il n'y aura jamais des trucs où je serai totalement d'accord. Et le rap, encore une fois, c'est tellement vaste, c'est tellement varié que c'est dur de tout représenter, de tout englober dans une seule cérémonie. Limite, il faudrait plusieurs cérémonies, tu vois. Mais tu vois, idéalement, il y a une cérémonie qui récompense le R&B, il y a une cérémonie qui récompense les musiques afro-caribéennes. Enfin, c'est compliqué de tout évoquer, bref. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bien que ça existe. Et je trouve que les intentions restent bonnes, tu vois. Donc, j'étais très contente de participer. Et après, comment je fais mes votes? C'est comme tout, j'ai une exigence, une espèce de déontologie aussi qui fait que je vais prendre en compte plein d'éléments objectifs. Mais évidemment que la subjectivité, il ne faut pas la renier, tu vois. Et ma subjectivité, elle est faite de toute la culture que j'ai et de tout ce que je sais de la musique aussi. Et c'est aussi pour ça que tu es choisi pour voter. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on nous demande pas de voter comme des robots. On nous demande, en fait, on constitue un jury le plus équilibré possible et on nous demande de juger qui a sa place dans cette catégorie-là. Et évidemment, ça va être à moitié de l'objectif, à moitié du subjectif. Mais c'est normal, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Donc voilà. Ça, c'est sûr que les résultats, ils vont pas plaire à tout le monde. Moi-même, tu sais, on vote et après, il y a la révélation des derniers noms, tu vois, qui restent dans chaque catégorie.
y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai voté qui se retrouvent pas à la fin. Je suis un peu frustrée. Il y a des trucs que je comprends pas pourquoi c'est pas là. Mais c'est comme ça en fait. C'est une histoire de vote, c'est une histoire de calcul. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir ma place et tu vois, que ma voix elle soit comptabilisée. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait la moitié du public aussi, la moitié des votes qui soient faits par le public, mais ce sera jamais représentatif vraiment de ce que moi j'aimerais faire gagner. Et c'est pas un problème non plus, tu vois. Oui. Ouais. Non, je trouve aussi que forcément ça manque de représentation dans certaines catégories, mais il faut que ce soit là, c'est bien que ce soit là. Ouais. Et puis il faut pas oublier qu'on est à la 3e cérémonie. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qui vont prendre des années. Il y a du budget, forcément il y a des sponsors à prendre en compte, des partenariats à prendre en compte, on va pas se le mentir. Et ça, j'ai envie de dire, dans tous les événements culturels. Bien sûr, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que. Mais je trouve que les efforts sont faits pour que ça s'améliore d'année en année, en tout cas. C'est plus important. Non, mais clairement. Est-ce que tu saurais nous parler de, tu vois, tes semaines en tant que multicasquette, dans le sens où tu es chez Konbini, tu dois aussi organiser tes petites interviews chez Le Code Review. Ouais. À côté, tu as aussi tes petits trucs perso que tu as envie de faire. Tu es aussi présente dans certains talks, parfois tu te déplaces. Aujourd'hui, par exemple, tu te déplaces. Comment ça se passe un petit peu ton organisation? Comment tu arrives à t'organiser et pas perdre le fil? Principalement, c'est Konbini dans tous les cas parce que c'est mon full-time job. Donc, je suis là du lundi au vendredi de 9h à 18h environ. C'est ma tâche principale. Le Code Review, c'est un tournage toutes les 2 semaines. Ça nous prend environ 2-3 heures. Et en fait, tout est un peu en corrélation parce que mon domaine, c'est la musique. Donc, tu vois, c'est peut-être multicasquette, mais c'est juste des façons différentes de faire la même chose, tu vois. En gros, chez Konbini, je vais écrire un article sur le dernier album de Maïro. Je vais le faire après en interview dans un music club pour Konbini. Et puis, on va faire une chronique sur le Code Review. Donc, en fait, l'actualité de la musique, c'est ça mon métier. Donc, peu importe ce que j'en fais, c'est un peu... Tout est lié. Donc, c'est pas compliqué pour moi de switcher entre tous ces trucs-là. Et après, ça m'arrive quand même régulièrement de participer à des talks, des conférences et tout. Ça, en général, c'est sur mon expérience de vie. Donc, tu vois, il n'y a pas énormément de préparation à envisager. C'est juste du temps qu'il faut dégager pour se libérer, etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais? En fait, les autres activités, je les ai stoppées parce que, justement, à un moment, il faut aussi se concentrer, choisir certaines activités pour pas s'épuiser et pas faire 20 000 trucs à la fois, tu vois. Ouais, tu parlais de Twitch par exemple, c'est vrai que c'est un truc que tu kiffes, mais malheureusement tu peux plus le faire. Ouais. Peut-être dans un futur éventuellement. Ça, de toute façon, c'est purement du plaisir, j'ai envie de dire, parce que tu gagnes rien financièrement. Mais si. Ah ouais? Ouais. Twitch, il y a une rémunération. Ah oui, non, mais t'as raison de le dire parce qu'en vrai, tu vois, Twitch, c'est un truc que j'aimerais faire plus souvent. Ouais. Parce que c'est un lien direct que j'ai avec les gens. Il y a un aspect financier très, très minime. Mais c'est minime, c'est ça, ouais. C'est très minime, bien sûr, mais il existe quand même, tu vois. Et c'est du soutien que les gens donnent et c'est pas anodin non plus. Mais en fait, c'est du temps que... En fait, j'ai pas envie de le faire pour le faire, tu vois. Mais on sait pas, tu vois, peut-être dans 2 ans, je suis plus chez Konbini et je veux faire que du Twitch. Et on sait pas. Tu vois, mais il y a plein de façons de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est un truc que tu aimerais refaire. J'aime trop, ouais. Mais voilà, il faut juste du temps et tout, il faut que ce soit agréable, il faut que tu prennes du plaisir. Parce que Twitch, si vraiment tu prends pas de plaisir, ça se ressent. Parce que c'est du direct. Donc tu peux pas être... Il n'y a pas de cut, tu peux pas être mou, tu peux pas... Puis c'est en... Faut être là en continu, quoi. C'est en continu, il faut interagir avec les gens. Enfin, tu vois, il y en a certains qui font du gaming, par exemple. Tu peux jouer... Et les gens te regardent ta partie. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je discute, je parle, je donne mon avis, je regarde des trucs, je réagis. C'est beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Mais j'aime trop l'exercice. Donc ça, c'est un truc que je lâcherai pas. J'aimerais bien... Il faudrait que je m'y tienne, tu vois, avoir au moins un rendez-vous, je sais pas, mensuel, bimensuel. Et c'est le rendez-vous, on reste 3 heures ensemble et on parle de tout. J'aimerais bien garder ce truc-là, ouais. Ouais, je te le souhaite. Justement, toi, t'as commencé, on va dire, avec les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, un peu la freelance. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut encore fonctionner? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'autodidactes dans le milieu.
il y a beaucoup de gens qui se débrouillent un petit peu tout seuls et qui passent plus forcément par la case scolaire. Est-ce que aujourd'hui, avec la grosse concurrence qu'on a, tu penses toujours que c'est possible de fonctionner, de passer par ce chemin-là? Ou plutôt non, faut retourner vers le scolaire ou pas du tout? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Moi, mon ressenti, c'est que je pense que dans les années à venir, on va de plus en plus demander des incarnants, des gens qui incarnent leur travail, parce qu'il y a un pouvoir d'identification, parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée aussi, qui peut être très forte, peut-être plus forte que ce qu'un média va pouvoir installer en plusieurs années. Donc je pense que il y aura toujours de la place pour des nouvelles têtes, des nouvelles personnalités. Le côté scolaire ou pas scolaire, c'est vraiment anecdotique parce que la formation, tu peux la faire tout seul. Tu peux sortir d'une école et ne pas savoir écrire très mal, n'avoir aucun style, n'avoir aucune culture. Mais tu as un diplôme, tu vois, mais tu vas pas intéresser non plus les médias et tu vas galérer dans ce que tu fais. Et comme tu peux être un super incarnant et sortir d'une école, et comme tu peux ne pas avoir fait d'études et avoir un bête de style d'écriture ou un truc où les gens s'attachent vraiment à toi, en fait tous les cas de figure sont possibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, à l'avenir, ce qui va être plus compliqué, c'est que justement il y aura plus de modèles à suivre, il y aura plus de chemin à suivre, et ce sera un peu fais comme tu le sens, fais selon les opportunités que tu as, la chance que tu as, ton talent, tes capacités. Et voilà, c'est un peu ça. Il y a moins d'évidence sur le chemin à suivre. Mais en même temps, je pense que c'est bien parce que ça laisse peut-être plus la chance à tout le monde. Je pense qu'on en revient quand même pas mal aux réseaux sociaux, un peu aussi aux influenceurs, qu'on invite beaucoup dans des cérémonies ou autres, dans des événements où ils sont pas forcément liés, mais en fait on les invite par rapport à ce qu'ils incarnent. Ouais. Et donc du coup, si tu veux quand même évoluer dans ce domaine-là, les réseaux sociaux, c'est à 100% pas à négliger, quoi, finalement. En fait, si tu veux, les réseaux, c'est un outil. Donc c'est vrai que c'est bête de s'en priver. Puis il n'y a pas trop de raisons de s'en priver. En fait, il ne faut pas caricaturer non plus l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que personne t'oblige à être face cam, à te montrer, à montrer ta vie, à raconter ce que tu... il y a ce côté un peu vieille France et à l'ancienne de... oh non, les réseaux sociaux, c'est pas bien, le journalisme, c'est plus ce que c'était. En fait, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais tu peux être aussi sur les réseaux et faire du contenu très pertinent, très fouillé, écrire des longs articles comme à l'ancienne et en même temps faire des reels et faire des TikTok. En fait, faut pas vivre à une autre ère et faire comme si ça n'existait pas. Ça, c'est un côté un peu réac, bizarre. Juste, faut savoir utiliser les outils justement, de manière juste. Et toujours avoir un esprit critique sur ce qu'on est en train de consommer. Donc tu peux avoir une vidéo TikTok qui va être hyper pertinente, où tu vas avoir des informations super fouillées, intéressantes, il y a un vrai travail journalistique derrière, et pourtant la forme c'est un TikTok. Ouais, de ouf. Et il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Et tu peux avoir des articles qui font 3000 mots, et t'as rien appris, et il n'y a aucun style, et c'est pas intéressant. Et t'as perdu du temps à le lire, mais t'as l'impression que c'est plus intéressant parce que c'est du papier. Donc en fait, voilà, l'esprit critique, c'est super important. Et c'est ça, moi, qui me fait plus peur, c'est si demain, peu importe qu'on fasse que de l'article, de l'écrit, du papier, du numérique. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus de se dire... les gens ne savent plus analyser ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de lire. Ils savent plus vraiment juger la valeur de ce qu'ils ont sous les yeux, en fait. Ça, c'est plus inquiétant. La forme que ça a, c'est pas un problème, tu vois, que de se dire, ouais, les jeunes, ils sont plus branchés vidéo YouTube et ils veulent plus quand il y a des images et tout. Bah, si c'est ton truc de le faire, tu peux. Mais en même temps, t'as toujours une audience qui aime lire des articles. Faut faire des choix, tu vois. Après, tu n'auras jamais le même buzz, entre guillemets, si tu fais que de l'écrit très, très long, très niche, que si tu fais des vidéos courtes TikTok où à chaque fois c'est une anecdote, un artiste, un truc. C'est normal, c'est pas les mêmes chiffres.
normal. Donc voilà, ça c'est un peu, c'est ça qui est un peu vieux con, tu vois, de penser de cette manière-là. Faut pas s'enfermer là-dedans, tu vois. On entend souvent parler chaque année, j'ai l'impression, que ce soit n'importe quel event, Fashion Week, les Flammes ou autre, ces influenceurs qui présentent un petit peu les émissions. Toi, ça te dérange pas plus que ça, ton avis par rapport à ça, c'est... Si tu veux, il y a tout dans les influenceurs. Moi, je suis des gens que je trouve trop drôles, trop sympas, j'aime leur vie, leur style de vie en tout cas, je les trouve inspirants. Ça me dérange pas qu'ils soient invités dans des endroits parce que ça ramène une certaine médiatisation, donc c'est logique encore une fois. Maintenant, le fait qu'ils incarnent certains postes que d'autres pourraient incarner plus légitimes, ça peut être questionné, effectivement. Mais encore une fois, c'est l'ère dans laquelle on vit, elle est vraiment pas parfaite et il y a vraiment plein de trucs qui vont pas dans la bonne direction. Est-ce que c'est très grave que Léna Situation, elle hoste le tapis rouge des Césars par exemple? En fait, moi je suis pas du cinéma par exemple, j'ai un regard extérieur, je m'en fous un peu, tu vois. Je comprends le move, c'est pour rajeunir, c'est pour amener un côté un peu plus dynamique et tout. Est-ce qu'elle est 100% légitime? En fait, ça veut dire quoi d'être légitime? Ça veut dire qu'il faut avoir vu 100 000 films avant de pouvoir parler de cinéma. C'est pareil pour la musique en fait. La musique, c'est pas... En fait, faut aussi démystifier ce truc et casser un peu le côté élitiste qu'il peut y avoir, où il faut avoir tant de savoir pour être légitime. Non, c'est plus la posture que tu vas avoir. Si tu prétends pas tout savoir, tout connaître, en vrai, tout le monde est bienvenu à participer à un événement, tu vois, il n'y a pas de problème à ça, tu vois. Après, l'incarnation, c'est vrai pour moi, il faut toujours qu'il y ait du fond, il faut toujours que ce soit travaillé, tu vois, parce que sinon c'est frustrant. Oui, bien sûr. C'est frustrant je sais pas si les Flammes, par exemple, ils s'entourent, il n'y a plus de journalistes derrière et on fait c'est que des influenceurs qui présentent. Ouais. Ce serait dommage, on serait tous frustrés, tu vois. Surtout qu'il y a des gens qui bossent derrière et ils se diraient bon. On se dirait pourquoi ça sert à rien d'avoir un truc si c'est mal représenté. Mais si c'est un juste milieu où il y a des journalistes qui bossent, mais peut-être que c'est pas ceux qui sont mis en avant pour d'autres raisons X ou Y. Perso, je trouve pas ça très grave. Parce que le besoin d'être mis en avant, incarner des trucs, ça c'est différent du journalisme aussi, tu vois. Tu peux être journaliste et... En fait, il faudrait que tu puisses être journaliste et exercer ton métier sans avoir besoin de devenir influenceur. Ouais. Mais si tu veux le devenir, tu peux. Enfin voilà, comme je te dis, je pense pas qu'il y a qu'un seul chemin de libre. Il n'y a pas qu'un seul chemin. T'as beaucoup de journalistes du coup maintenant, je vais pas dire qu'ils deviennent influenceurs, hein, mais plutôt qu'ils deviennent créateurs de contenu quand même, malgré eux, pour pouvoir... ouais, mais en fait, c'est juste que maintenant, on fait la promotion de ce qu'on fait, tu vois. Et pourquoi s'en priver? J'ai écrit un article, je vais pas m'empêcher de le partager sur Instagram parce que ça fait pas sérieux. J'ai écrit un article, tu peux le regarder s'il te plaît, je parle de ça. Ça s'arrête là, tu vois. Donc, même créateur de contenu, non, c'est du journalisme, mais c'est fait d'une autre manière, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est juste cohérent avec ce qui se passe. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on ne travaille pas pour se faire plaisir à nous, sinon c'est bizarre. On travaille pour que nos travaux, ce qu'on a accumulé comme savoir, ce qu'on a déniché comme info, ce soit lu par le plus grand nombre. Donc il faut juste utiliser les biais qui sont disponibles, tu vois. C'est la nouvelle. Pour moi, c'est la seule exigence à avoir, plus de savoir s'il y a des influenceurs ou pas, c'est de savoir est-ce que ce que je suis en train de voir, ce à quoi je suis en train d'assister, il y a quand même un travail derrière, il y a du sens, il y a de la profondeur. Voilà. Ouais, je suis grave d'accord. On parle aussi du multicasquette. Tout à l'heure, tu as dit que chez Combini, tu sais, il y a toujours l'as de la production, de la direction artistique, etc. Alors que nous, enfin, je parle un peu d'un point de vue casquette jeune, on a un peu envie de tout faire, on a envie de savoir tout faire, on a envie de tout apprendre, on se dit je suis obligée de tout faire en fait si je veux réussir. Est-ce qu'à l'inverse, j'ai aussi souvent des retours avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience qui nous disent il faudrait plutôt que tu te spécialises, on a besoin d'un peu plus d'experts justement. Est-ce que tu penses que c'est pas un chemin aussi qu'il faudrait peut-être commencer à apprendre, d'être un peu plus expert et spécialisé dans un domaine? Ouais, en fait il y a une réalité du terrain qui fait que les gens vont vouloir... En fait, t'as pas le choix, t'es obligé de savoir tout faire au début parce que t'as pas d'autres moyens. Donc si tu veux que ça commence, il faut que tu saches tout faire. Mais après, il faut vite arriver à un moment aussi où tu te recentres effectivement sur un domaine dans lequel tu vas pouvoir être expert.
pour développer le maximum de tes capacités, tu vois. Et ça, tu peux pas le faire vraiment si tu fais ça, si tu fais plein de trucs en même temps. Ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc, pour moi, au début, tu commences comme ça, c'est une très bonne chose. Et puis, dès que tu as l'occasion de t'entourer d'autres personnes qui peuvent compléter quelque chose pour que toi, tu puisses te décharger, je pense que c'est quand même très important. Bah, c'est ce que tu fais, du coup, au final, avec le journalisme, toi. Ouais, complètement. C'est le but, tu vois. Tu parles aussi de très souvent de prendre position. Enfin, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que le rap doit prendre position et est fait pour ça. Aujourd'hui, parfois, on a un peu, tu sais, le rap, il est accessible à tout le monde. Donc, forcément, tu as des gens qui ont pas les mêmes valeurs qu'à la base du rap aussi. Est-ce que toi, tu as beaucoup plus de mal à écouter du rap même si le son te plaît, s'il n'est pas avec tes valeurs, si les positions prises ne vont pas, si l'artiste a des accusations qui te plaisent pas? Bien sûr. Ouais. Évidemment. Après, moi, j'ai pas besoin que ce soit dans la musique. Dans la musique, tu peux me parler de... En fait, depuis tout petit, on écoute des gens qui parlent de meurtre, de drogue, de trafic, de violence, de casser la gueule à des gens. Et c'est pas un truc où on sort en se disant putain, j'aime trop, je suis trop pour ces valeurs. Mais par contre, on peut les comprendre, on peut les mettre dans un contexte, on peut se dire ah, ça raconte quelque chose. Donc, moi, dans la musique, pour moi, tu peux après tout dire dans la musique, en vrai. Par contre, qui tu es, l'homme que tu es ou la femme que tu es à l'extérieur, bien sûr, s'il y a des choses qui vont pas avec mes valeurs, si c'est quelqu'un qui dénigre certaines parties de son public, peu importe. Forcément, j'ai pas envie d'écouter. Je me sens complètement déconnectée de cette personne et là, je vais avoir du mal à apprécier. Et même en tant que journaliste où on est censé être hyper neutre, hyper impérial, si demain tu dois recevoir un artiste de ce genre en interview, j'ai n'importe quoi, je sais pas si ça t'est peut-être déjà arrivé. Est-ce que tu fais le job, tu fais taf ou comment Non, parce que si tu veux, ça m'est jamais arrivé parce que là, aujourd'hui, par exemple, en étant chef de la rubrique musique chez Combini, je valide l'édito. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui ne va pas avec des valeurs qu'on a envie de développer chez Combini, on va juste pas le recevoir. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai jamais été contrainte de le faire. Et je pense en vrai que ça arrivera jamais. Je pense que ça arrivera jamais parce que, si tu veux, il y a tellement d'actualités à couvrir qu'il n'y a pas une personne, c'est indispensable de parler d'elle et... Donc non, j'ai jamais été dans cette ambiguïté-là. De plus en plus, la question elle va se poser de toute façon sur des cas particuliers d'artistes qui se révèlent. Tu vois, il y a des histoires qui pop, il y a des rumeurs, il y a des trucs et tout. Pour moi, c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas et après, c'est toi et tes valeurs entre guillemets. Et encore une fois, moi, on n'est pas dans les écouteurs des gens pour savoir ce qu'ils écoutent. Et c'est même pas, ça, c'est pas grave, tu vois. On a consommé tellement de choses qui ont été faites par des gens peu recommandables et qui sont problématiques entre guillemets. Par contre, nous, en tant que journalistes, on a une responsabilité de ce qu'on met en avant. Si demain je te fais un portrait d'un rappeur qui est accusé de viol et dont le procès arrive dans 2 mois et que je fais un article pour dire il écrit super bien et je vais vous expliquer pourquoi il écrit super bien, en fait je suis complètement hors sol, je suis irresponsable un peu à faire ça parce que ça a de l'impact et moi j'ai pas envie de... Après je peux comprendre des gens qui se disent non je parle de la musique et que de la musique, mais moi j'estime que j'ai une responsabilité par rapport aux gens qui m'écoutent, qui me font confiance et tout, et à l'audience que j'ai même pas envie de donner de la lumière et un écho artistique, un écho à ce qu'ils font et tout, une analyse si y a des choses vraiment répréhensibles, j'aime pas ça parce que je suis vraiment... Enfin, la justice et tout, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, des choses qui sont immorales, tu vois, vraiment très graves, qui portent atteinte à des gens qui font du mal et qui sont pas des choses qu'on a envie de mettre en avant. Mais ça, c'est un peu de la logique et du feeling personnel. C'est pour ça que je te dis c'est du cas par cas, tu vois. Mais c'est un vrai sujet et sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses. Et on se pose des questions, même entre nous, entre journalistes. Comment tu gères ce dossier, ce truc? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on est à l'aise avec? Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'en parler? Et moi, vu que je suis très sensible, très éduquée en tout cas, sur plein de sujets... la violence faite aux femmes, les discriminations, etc. Bah forcément, je vais juste
Tu vas être plus touchée, donc forcément tu vas savoir quoi faire. Et... Ouais, ça m'intéresse pas de parler de leur musique, donc on le fait pas, tu vois. Et même moi, la dimension de comprendre, parce qu'il y a certains journalistes qui décident de donner la parole à certaines personnes pour essayer de comprendre et tout. C'est un exercice que je capte, mais moi j'ai pas envie de le faire, par exemple. Parce qu'en fait, il faut faire des choix. Et moi, mon choix, il est plus d'aller vers des trucs que j'aime, que j'ai envie de pousser, j'ai envie d'expliquer, parce que je suis passionnée. Peut-être demain, si je suis complètement aigrie et que c'est la colère qui m'anime, bah, je prendrai le temps de prendre un artiste que je trouve trop problématique et d'expliquer pourquoi il est problématique et tout, tu vois. Mais là, aujourd'hui, non, il y a trop de trucs que je trouve intéressants, que j'ai envie de mettre en avant, tout ça. Il y a autre chose à dire, quoi. Ouais. Mon combat, en tout cas, il est pas là, tu vois. Justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est quoi ton combat aujourd'hui? Alors, déjà, premièrement, parce que t'es une femme dans ce milieu-là. Est-ce que c'est même qu'au début? C'est quoi ton combat pour les prochaines années? Bah, si tu veux... Par rapport au fait d'être une femme, ça change pas, ça évolue très peu, si on est honnête. Donc juste être là et pouvoir assurer mes fonctions, parler aux gens, inspirer des gens, je trouve ça déjà énorme, je trouve ça déjà très bien. Est-ce que c'est agréable de travailler dans ce milieu en tant que femme? Pas tout le temps. Je pense dans tous les domaines c'est pareil, mais pas tout le temps. En fait, chaque domaine va avoir ses spécificités. Moi, ça va être, bah voilà, quand t'es une femme, peut-être tu comprends moins bien les choses que d'autres, ou t'es plus dans les émotions et moins dans l'analyse, ou, enfin voilà, il y a des stéréotypes spécifiques à ton domaine, tu vois. Et ça déroge pas à la règle, bien sûr, ce que je fais. Mais mon combat, si tu veux, j'en ai pas, je fais juste mon travail, il faut juste penser à soi et à ce qu'on peut apporter. Mais je dirais que là, en ce moment, c'est plus de me dire comment mettre en lumière le fait que la musique a un pouvoir sur la société, et en tout cas est le reflet d'une jeunesse qui s'exprime, d'un peuple qui s'exprime, et comment ils le retranscrivent en musique, les artistes. Et puis spécifiquement sur le rap par exemple, c'est d'apporter une certaine exigence journalistique, comme au même titre que d'autres genres musicaux ont pu bénéficier, tu vois, les années précédentes, pour être juste une force de plus dans le fait que c'est un art à part entière, une culture à part entière, complètement légitime, et je pense qu'on est encore loin de l'ère où c'est totalement accepté par tous, tu vois. Donc apporter du propos en tant que moi, ce que je suis, c'est ça mon combat en fait. Et j'aimerais que chacun, tu vois, avec leur bagage et leur personnalité, puisse avoir un espace, tu vois, que ce soit le plus diversifié possible. Moi, ce que je suis, j'ai mon avis et ma voix, elle est entendue. C'est ça mon combat. Et j'aimerais que ce soit aussi ouvert pour tous, tu vois. C'est ça pour moi le plus important. Parce qu'il y a quand même une uniformisation des voix représentées. Souvent des hommes d'un certain âge, souvent des hommes de certains milieux sociaux, etc. Du coup, on n'a pas vraiment une réelle observation de la culture, si c'est sous un seul prisme, qui a son bagage et ses propres codes, ses propres... Donc voilà, juste porter ma voix le plus longtemps possible. Et au plus grand nombre, c'est ça mon combat, tu vois. Je te le souhaite, j'espère beaucoup. Est-ce que tu sais c'est quoi tes projets pour la suite? Ou pour le moment, tu as envie de te focus à mort sur Combini et le code? Ouais, je continue ça à fond. C'est passionnant, c'est deux exercices qui sont passionnants, que je n'ai pas envie de lâcher du tout. Le code review, parce que j'aime trop les gens avec qui je partage cette émission, on s'entend trop bien, le public adore l'émission aussi, donc c'est trop cool. Et on parle d'actualité, donc on est vraiment au cœur d'un truc. Et Combini, bah, j'aime trop parce que je porte vraiment une ligne édito, il y a des gens qui me font confiance, il y a une grosse audience qui est prête et qui a envie de recevoir tout ce que j'ai envie de faire. Donc ces deux projets-là, pour moi, c'est juste de continuer là-dedans, c'est ça mes projets, tu vois. Et après, en vrai, on verra la suite, tu vois, mais pour l'instant, plus il y a de gens qui captent ce que je fais et qui sont friands de ce que j'ai à proposer, voilà, je suis contente. Trop bien. Je voulais quand même finir sur un petit point, toi, avec ton recul et ton expérience. J'adore ton parcours, parce que tu as réussi à te professionnaliser de ouf et à mettre ta personnalité et ton caractère
en avant comme un vrai atout. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des personnes qui viennent peut-être un peu du même milieu que toi, un peu plus jeunes, qui ont aussi envie de bosser dans ce domaine, qui ont aussi envie de faire de leur passion, leur métier en réalité? Merci déjà. Je pense que faut pas oublier que c'est un travail, c'est un métier, c'est cool et tout. Je raconte mon parcours, mais en fait, je travaille pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. En fait, je travaille juste, tu vois. C'est un privilège de faire un métier qui te plaît. Ça, c'est un énorme privilège. Je pense qu'il y a le facteur chance qui n'est pas à ignorer. On a tous plus ou moins de la chance sur son parcours. Il y a des rencontres qui vont faire que. Il y a des moments clés, des choses, du hasard que tu ne peux pas prédire et prévoir. Mais si on met ça de côté, tout ce que j'ai fait, c'est de vouloir faire donner le meilleur en fait. Donc s'il y a un sujet sur lequel je me sens pas à l'aise, je vais lire, je vais écouter, je vais regarder, je vais apprendre. C'est le meilleur conseil que je peux donner en fait. Et être super exigeant, je suis très exigeante envers moi-même. Et en fait, c'est trop cool de faire un métier qui nous plaît, mais ça reste un travail. Donc en fait, il faut progresser. Les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 5 ans. On est tout le temps en train d'apprendre. Et en fait, faut rester dans cette dynamique de... C'est pas juste j'écoute du rap, donc j'en parle et c'est cool. Faut connaître des choses. Faut apprendre constamment. Faut peaufiner son style aussi, sa façon de parler, sa position dans un écosystème aussi. Il faut faire des choix. Tout à l'heure, j'en parlais sur quel est ton atout. Pour pas vouloir tout faire, ça peut être aussi un piège. Trouver son domaine. Et après, voilà, être en constante humilité par rapport à son savoir. Et en même temps, s'imposer une rigueur de travail qui va te donner une certaine confiance et qui après te permet de discuter et de faire n'importe quel job en confiance, tu vois. Discuter avec n'importe qui et de pouvoir écrire, traiter n'importe quel sujet, tu vois. En tout cas, tout ce qui te plaît, tu pourras le faire parce que tu as cette curiosité dont tu te nourris et cette rigueur de travail, tu vois. Donc voilà, rester humble sur ses connaissances, je pense que c'est hyper important, sans se dévaloriser du tout, mais se dire ce sujet je le connais pas, je vais apprendre, je vais lire des choses dessus. Ça veut pas dire que je vais penser exactement comme les gens qui ont déjà écrit sur le sujet, mais au moins je m'informe. Voilà, faut s'informer, faut être curieux, faut parler avec des gens en vrai aussi, se déplacer dans des conférences, dans des expos, des endroits où il se passe des choses, faut parler avec d'autres gens. Parce que, comme je disais, l'écosystème fait que on a l'impression, en fait, tu peux te créer une petite communauté avec que des gens qui sont comme toi, qui pensent comme toi, mais au final, vous êtes tous dans le faux. Tu vois, peut-être que vous avez tous tort, vous avez tous une vision des choses complètement biaisée. En fait, il faut confronter sa vision toujours à des gens extérieurs, des gens d'un autre âge, des gens d'autres milieux, des gens qui écoutent pas de musique, des gens qui écoutent que du rap, des gens qui écoutent autre chose. En fait, ça, c'est hyper enrichissant et ça nous fait vraiment progresser dans notre travail. Moi, en me confrontant à des gens qui, récemment, là, qui écoutent pas du tout de rap, ça me fait énormément progresser. Et j'ai aiguisé mon tir sur plein de sujets que je traite. Et maintenant, quand je parle de musique, je parle beaucoup plus de sociologie, par exemple. Ce que je faisais pas avant, parce que j'étais que avec des gens qui me ressemblaient. Donc en fait, je vais pas t'expliquer que le mépris de classe, c'est pas bien. Que l'analyse de texte, faut l'appréhender de cette manière-là. Maintenant, je comprends plus de choses. C'est un exemple, mais je comprends plus de choses grâce à ça, tu vois. Donc voilà, toujours se confronter à au monde extérieur. C'est trop important. Et en dehors de la musique aussi, il n'y a pas que la musique. Parce que la musique, elle se nourrit de la vie. Faut regarder des films, faut voir ce qui se passe autour de nous, s'enrichir culturellement au maximum. En tout cas, je te le souhaite que tu perdures dans ce milieu-là, que tu puisses reprendre un peu les live Twitch peut-être dans quelques temps, si tu trouves un petit peu de temps. Ouais. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Et je trouve que c'est important d'avoir des gens comme ça dans notre milieu, dans ce qu'on consomme tous les jours. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.